J'avais enfin réussi à positionner le télescope sur ce point précis. C'était juste en direction des Pyrénées. Un petit nuage m'intriguait depuis quelques jours. Il était rouge au coucher du soleil, blanc la nuit et bleu métallique le matin. Il ne bougeait pas. J'avais depuis toujours eu une passion pour les phénomènes météorologiques et j'aimais observer le ciel. Le premier jour, lorsque je l'aperçus à l'aube, je compris tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un nuage lambda. Cette couleur bleue métallique m'interpellait. Au début, j'hésitais entre un cirrostratus ou un altostratus. Impossible de trancher sur cette question. Par la suite, je me rendis compte que c'était tout simplement quelque chose de différent, d'unique même, vu qu'il ne bougeait pas. En journée, il devenait totalement invisible, ce qui déclenchait en moi une forte angoisse. J'avais peur qu'il ne disparaisse à jamais et que je ne susse ce qu'il en fut vraiment. Cela dura plusieurs jours et personne n'en parlait. Personne, pas même les journaux locaux. C'est drôle, mais après en avoir causé à quelques collègues, je décidai devant le désintérêt général de ne plus aborder ce sujet. C'était mon secret à moi. Mais étais-je vraiment le seul à le voir ? De mon point de vue, dans les hauteurs de la ville, au quartier Saint-Clair, je n'étais pas trop dérangé par les lumières urbaines. Un jour, quelque chose changea. Je pouvais distinguer à l'œil nu un objet brillant à l'intérieur même de ce corps étrange, comme une paillette, un reflet argenté. Je me précipitai donc chez l'opticien pour acquérir un bon télescope avec viseur en option. Je dois dire que j'ai un bon salaire et de plus, enfant unique, j'ai hérité de la maison familiale. Mon travail me rend beaucoup d'énergie. Je travaille en mairie, perché tout en haut d'un bureau sombre, et je dois sans cesse appeler les commerçants qui posent des enseignes n'importe comment, qui vendent de l'alcool sans autorisation. Tous ces commerçants qui désobéissent, qui dépassent tout le temps les bornes. Si ça ne tenait qu'à moi, je les ferais tous fermer. Hop, comme ça, d'un tour de clé. Terminé. Allez hop, au suivant. Mais non, ce nouveau maire, ce radical de gauche, veut harmoniser le monde. Philippe Lebon. C'est comme ça qu'on l'appelle, entre collègues. En fait, je ne l'aime pas. À cause de lui, j'ai une tâche de travail de plus en plus imposante. Des dossiers débordent de toutes parts. Il répète sans cesse que nous sommes au service du citadin. Il voit dans son mandat une espèce de mission. Une mission laïque, répète-t-il, à chaque conseil municipal. Pour moi, contrairement à lui, c'est l'ordre qui compte. En tout cas, c'est moi qui suis obligé de supporter tous ces casse-pieds, de modérer, de proposer des solutions. Tous les emmerdes, c'est pour qui ? C'est pour Bibi. Enfin, tout cela sera bientôt fini. Je me rends bien compte avec une certaine tristesse, à quelques mois de la retraite, que ma vie professionnelle, autant que ma vie privée, pourrait se résumer en 2 ou 3 phrases. Toute une carrière passée derrière ce même bureau. Jamais marié. Aussi quelques amourettes par-ci par-là. Pas d'enfants, ben ça non. Pas de voyage non plus. Si, une fois en Irlande. On m'avait forcé. Disons que le collectif municipal m'avait offert un voyage. Il faisait froid, humide. Je vomis sur le bateau, à l'aller et au retour. Un pays vert, sans fleurs. Je n'avais qu'une hâte, rentrer chez moi. Cette chose étrange venait enfin de mettre un peu de passion dans ma vie. Cette pincée de sel qui manquait tant. Je ne pensais plus qu'à rentrer chez moi, ce soir, pour observer cet étrange objet. J'avais donc réussi à régler ma lunette sur un point précis, à l'intérieur du nuage. Au début, j'eus une vision totalement floue. Je pensais déjà aller voir le marchand pour lui rendre sa lunette et exiger en plus du remboursement des frais de transport, des dommages et intérêts. De plus, j'étais convaincu que son enseigne n'était pas aux 3 mètres de la hauteur réglementaire exigée par mes services. Croyez-moi, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Je réglai donc l'objectif de ma lunette, puis
Je réussis enfin à apercevoir quelque chose. Quelque chose bougeait à l'intérieur de ce nuage. C'était comme un mirage. Je vis d'abord une foule, des gens qui marchaient le long d'une route. J'avais l'impression de voir un péplum. Cette scène aurait pu se passer dans l'Antiquité, pensais-je. Puis je vis quelques véhicules noircis par les flammes. La route était bitumée. Les gens marchaient lentement. Beaucoup de femmes et d'enfants. Puis le décor avait changé. Je vis un homme accroupi sur un tas de gravats. Incroyable. J'ajustai une fois de plus la porte oculaire de ma lunette et je pus distinguer beaucoup plus de détails. Il tenait une petite massette dans sa main droite, sa petite barbe, des vêtements communs, un jean, un t-shirt. Il s'accroupissait de temps à autre, comme pris par des douleurs soudaines. Un second homme lui tapotait amicalement le dos comme pour le consoler. L'endroit ressemblait à un cratère, et il semblait chercher quelque chose. Il tapait sur des cailloux, comme s'il voulait les casser. Que cherchait-il ? Puis, il se relevait et faisait quelques pas. De la manière dont il se tenait la tête, comme pour se cacher du regard des autres, j'eus l'impression qu'il pleurait. Autour de lui, je pouvais distinguer quelques immeubles éventrés, des tas de ruines. Puis l'image se flouta. Je m'assis sur le canapé et bus une gorgée de ce petit cognac légèrement amadérisé, acheté 17 ans plus tôt. J'essayais de réfléchir à tout ça. Pourquoi moi ? Étais-je le seul à voir ces choses ? Et qui étaient ces gens qui marchaient ? Et cet homme qui pleurait ? La nuit, je fis un rêve étrange. J'étais un enfant, 7 ou 8 ans à peine. Au-dessus de moi, des tonnes de terre et de pierres m'empêchaient de crier. En fait, je criais de toutes mes forces. Mais mon papa ne m'entendait pas. Aucun son ne sortait de ma bouche. Il essayait de casser des blocs de béton gris avec sa petite massette. Mais c'était inutile. Jamais ils ne nous retrouveront. À côté de moi, il y avait ma petite sœur, Sarah, et plus loin mon petit frère, Imad. Son visage était totalement écrasé. Moi, j'étais le plus grand de la fratrie. Je m'appelais Mohamed. J'étais coincé entre des tonnes de gravats et mon lit superposé. Mon petit frère Ali, juste au-dessous de moi, était protégé par un sommier. Il est vivant. Il respire encore. Ensuite, je me retrouvais sur cette route où toute une famille marchait en file indienne. À mes côtés, les 4 enfants me tenaient la main. Leur mère marchait rapidement sur la même route que j'avais observée auparavant. Elle vient nous rejoindre, me dit le petit Mohamed. Elle était partie trouver sa mère pour la ramener à la maison. La pauvre, elle ne sait pas encore que nous sommes morts. Elle va être si triste, dit la petite Sarah, qui serrait son doudou. Son doudou n'était plus qu'un chiffon poussiéreux. Je me réveillais en sursaut. Mon corps était trempé de sueur. Je regardais les rayons de lumière fixés sur le plafond de ma chambre d'enfant. Puis je finis par me rendormir. Non, mais c'est quoi cette histoire ? Non, mais c'est quoi cette histoire ? La nuit, j'ai fait un rêve étrange. J'ai fait un rêve étrange la nuit. Non, mais c'est quoi cette histoire ? Mais elle est folle cette histoire. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la nuit, c'est un nuage. J'ai fait un rêve étrange. J'étais en week-end. Il fallait à tout prix que je parle à quelqu'un. Mais à qui ? Je réalisais que je n'avais aucun ami assez intime à qui j'aurais pu faire des confidences. Je décidai de me couler un café. Le nuage avait pour l'instant complètement disparu. Je jetai un coup d'œil dans la lunette, mais je ne vis absolument rien. Ma journée allait être longue. Je pris donc un bloc-notes et commençai à dessiner ces images incroyables qui m'avaient été révélées par ce nuage improbable. Je fis quelques croquis au fusain, et plus la journée avançait,
Et plus je posais des détails sur mes feuilles à dessin. J'avais toujours aimé dessiner. En fait, le crépuscule se posa sur la ville. Le nuage apparut très nettement, rouge vif. Je m'installai donc, bloc-notes et verre de cognac à portée de main. Je passai mes doigts sur ma moustache de mousquetaire afin de bien relever les pointes. Et sans perdre une seconde, je posai mon œil sur la lorgnette. Ce que je vis fut bouleversant. Des hommes masqués arrachaient des grillages en fer, coupaient des barbelés et s'introduisaient sur des terrains sans habitants. Certains étaient à moto, d'autres en ULM, d'autres à pied, une horde sauvage. Bientôt le décor changea à nouveau. Des jeunes dansaient dans l'insouciance générale. Puis je les vis tomber, un par un. Puis ils se mirent à courir. Certains étaient fauchés dans leur course, d'autres levaient leurs mains pour se rendre. Ils étaient systématiquement abattus. Il n'y eut aucune pitié de la part des assaillants. Aucune. Un jeune homme réfugié derrière une voiture suppliait son bourreau et fut exécuté froidement. Le massacre fut effroyable. Des centaines de corps dispersés gisant de partout, dans les bois, dans les champs, sur les voitures. Certains corps fumaient encore. Les hommes cagoulés tiraient sur tout ce qui bougeait et abattaient les blessés. J'avais l'impression d'entendre les cris des victimes. Il y eut ce kibbutz là. Ce furent des centaines de morts aussi. L'horreur était à son comble. À nouveau, il y eut un changement de décor. Des civils en treillis, urinant sur des cadavres dénudés. Les dépouilles sont arabes cette fois. Un des hommes qui urine sur les cadavres écrase la tête du combattant avec son pied. Il rit avec ses camarades. À vrai dire, je ne comprenais pas qui était qui et qui faisait quoi. Le chaos. Je décidai de prendre une pause. Je lâchai un instant le télescope. Des heures s'étaient écoulées depuis le début de mon observation. Je finis par me coucher. Je fis beaucoup de cauchemars. C'était une confusion de lamentations et de cris atroces. Une petite Elia vint me parler. Elle devait avoir à peine la vingtaine. Ce qui me met en colère, me dit-elle, c'est que personne n'est intervenu durant plus de 2 heures. Ces sauvages ont pris tout leur temps pour nous massacrer. Mes amis sont morts. Nous étions abandonnés. Ça fait 15 ans qu'on ne cherche pas une solution politique. Le dôme de fer devait nous protéger. Bibi est responsable de ce qui nous arrive. C'est lui qui a empêché toute négociation avec les Palestiniens. Il a préféré le Hamas que le Fatah. Je suis du kibbutz Be'eri. J'ai survécu. Je suis furieuse contre Bibi. Son ego finira par tous nous tuer. Au lever, je me demandais qui pouvait bien être ce Bibi. J'espérais juste que ce n'était pas moi. Dimanche soir. Mais c'est quoi cette histoire? J'avais passé ma journée à tourner en rond. Je n'arrive même plus à J'ai fait dessiner. un rêve étrange. Je pensais à nouveau à ce petit Mohamed. Non, mais c'est quoi cette C'était histoire? horrible. Mais elle est folle cette J'essayais de histoire. comprendre ce que je devais faire Mais de c'est tout quoi? ça. C'est quoi? Je C'est bus la un nuit. peu trop de C'est la nuit, cognac c'est un nuage, c'est un et puis nuage. je m'endormis. J'ai fait un rêve étrange. Ce lundi, je décidai de ne pas me rendre au travail. Je restais allongé sous la couette. Le soir, je n'eus pas le cœur à regarder dans la lunette. Le petit Mohamed me hantait. Il venait me voir la nuit, dans mes rêves. Il venait de m'annoncer qu'Ali avait fini par succomber. Son père avait disparu.
Je finis par me lever et je posai un œil sur la lunette. Ce que je vis fut vraiment douloureux, indicible. Merviam, la mère du petit Mohamed, gisait sur la route. Son corps était criblé de balles. Ses yeux étaient entr'ouverts et une vieille dame la serrait contre elle. Elle ne pleurait pas. Je me mis à pleurer. Ce fut comme un cri de l'intérieur de tout mon être, un gémissement de mon âme. Jamais je n'avais ressenti en moi une telle douleur, sauf lorsque je perdis ma mère. Je ressentis en moi cette douleur. Comment Comment un peuple qui avait connu les pires atrocités, les pires injustices, les pires horreurs, les pires massacres, pouvait-il justifier que l'on massacrât des innocents? Pourquoi la paix n'est-elle pas dans vos cœurs? Est-ce une catharsis? Est-ce une vengeance collective pour expier votre soumission ancestrale? Comment un peuple si cultivé pouvait-il se rendre complice de tels actes? Le mardi passa sans que je ne m'en rende compte. Le téléphone sonnait. Le mercredi et le jeudi passèrent aussi. On frappa à la porte plusieurs fois, je crois. Je ne me levai plus, juste pour faire couler un café, manger une biscotte. Je finis par donner un coup de pied au télescope. Le nuage était toujours là, couleur bleue usine, cette fumée polluante et néfaste qui sort de ses cheminées par les froids d'hiver. On sonna à la porte. Je ne répondis point. On sonna à nouveau, puis à nouveau. Un soir, j'étais assis sur le canapé. Les bouteilles de vin et ma bouteille de cognac étaient renversées sur la table basse, vide. J'étais à sec. Je n'avais même plus envie de boire. On sonna. Je regardai l'horloge. 18 heures. Je ne sais même pas de quel jour. Je regardais par la baie vitrée. C'était le maire. Le maire. Il me vit et me fit signe de lui ouvrir. Je m'exécutai. Plus de 40 années d'obéissance à ma hiérarchie ne s'effacent pas si facilement. J'ouvris donc la porte et me dirigeai droit vers le canapé, où je m'écroulai. Je me couvris d'un plaid qui traînait au sol. Il s'assit sur un petit tabouret et il y eut un long silence que je pris l'initiative de briser. « Monsieur le maire, que me vaut l'honneur de votre visite ?» demandai-je avec une voix rocailleuse. « Appelle-moi Philippe. »« Mais c'est à cause de toi que je suis là, Henri. Ça fait 8 jours que tu n'es pas venu travailler. Tout le monde est inquiet. » Je restai silencieux. Philippe aussi. Il observait la pièce, le désordre, les cadavres de bouteilles. Son regard s'arrêta sur le télescope. « Mais qu'est-ce que tu fabriques avec cet objet? C'est quoi cette lunette ?» Tout en disant ces mots, il se leva et se dirigea tout droit vers le télescope. Il posa son œil près du viseur. Le télescope était malencontreusement dirigé vers une maison voisine suite à mon coup de pied de l'autre soir. « Tu mates les petites voisines dans leur chambre ?»« Mais non, répondis-je sèchement. Pourtant, c'est bien un petit cul que je vois là. » Il se mit à rire grassement. J'essayai de relever ma tête pour regarder ce qu'il pouvait bien manigancer. Bien sûr, il disait n'importe quoi. Le voilà maintenant qui touche à mes dessins. « C'est quoi ces dessins ?»« Ce sont mes dessins. »« Oui, mais waouh, tu dessines vachement bien, mon garçon. Que de talent caché. Ça représente des scènes de guerre, non ? » ?»« Oui, tu ne savais donc pas qu'il y a des guerres ? » ?»« Mais si, mais toi, comment se fait-il que tu t'intéresses à la guerre ? » ?»« Je dois reconnaître que c'est assez nouveau, répondis-je au taquet. C'est en Israël, c'est ça ? Je vois des croix de David. Il continuait à spolier mes dessins, les observant avec attention. C'est qui ce petit qui revient tout le temps ? C'est Mohamed. Il sourit. C'est ton fils caché ? Non, pas du tout. Mais ça aurait pu l'être. Tu as de la famille en Palestine ? Non, et pas en Israël non plus, répondis-je. Mais alors, pourquoi cet intérêt soudain pour la... Je l'interrompis. Tu veux savoir comment on t'appelle en mairie ? Oui,
Dis-moi donc, quel est mon nom d'oiseau? Non, je ne préfère pas. Mais attends, laisse-moi deviner. Philippe Lebon, c'est ça? Ah, tu connaissais? Mais plus que ça. Comment ça, plus que ça? Ben, c'est moi l'instigateur de ce surnom. Ah, ça t'embouche un coin, hein? Non? Il rit. Dehors, le ciel s'était assombri. Il m'avait mouché. Je voulus qu'il souffrit lui aussi. Tu veux que je te montre quelque chose? Lui dis-je. Oui? Quoi? Tu veux me montrer ta zigounette? Répondit-il dans un éclat de rire. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine où je fis couler un café. Tu ne veux pas un café? Mais oui, avec plaisir. Je vais te montrer un truc incroyable, mais je te préviens, ça risque de bouleverser ta vie. Il m'en faut beaucoup, mon petit, pour bouleverser ce rocher. Philippe se frappait la poitrine avec son poing gauche, tout en poussant des petits cris de guerre du genre Léonidas dans le film 300. Aou! Aou! Je réglai le télescope. Le nuage était rouge vif. J'avais remarqué que l'intensité de sa couleur annonçait la cruauté des scènes à venir. Vas-y, regarde, lui dis-je. Et toi, tu ne regardes pas? Non, j'en ai assez vu, répondis-je en secouant la tête. Tu es sûr que je dois regarder? Il est où le rocher? Ah où? Ah où? Vas-y, regarde donc. Il s'approcha du télescope, ôta ses lunettes et positionna son œil à quelques centimètres de la lorgnette. On ne voit rien du tout. C'est n'importe quoi. Tout en disant ces mots, il tournait l'objectif dans tous les sens. Oh putain! Oh putain! Il fit un geste brusque en arrière, comme pour s'arracher du télescope. Mais c'est quoi, putain? C'est un film à l'intérieur? C'est une blague? C'est une plaisanterie? Tourne la lunette vers n'importe quelle direction et tu verras qu'il n'y a aucun trucage. Il se remit à regarder de plus belle. Des avions. Je vois des avions. Ils mitraillent. Ils mitraillent des civils, des femmes, des gosses. Mais c'est horrible, putain. Il y a un homme agenouillé, il me regarde. Il est touché, semble-t-il. Putain, il lui tire dessus. Mais c'est quoi ce truc? Maintenant, je vois des corps sur une route. Un homme passe à vélo. Il y a des cadavres de femmes. C'est bon, arrête de regarder, lui ordonnai-je. Je tentai de le tirer vers moi, mais il résistait de tout son poids. Et Dieu sait qu'il était lourd. Allez, monsieur le maire, ne fais pas l'enfant. Je t'ai dit de m'appeler Philippe, putain de merde, c'est quoi ce bordel? Me cria-t-il tout en se retournant vers moi, rouge de rage, comme s'il voulait me frapper. Calme, calme-toi. C'est quoi ce nuage? Hurla-t-il. Je tentai une explication, certes approximative. Ce nuage nous donne un aperçu de la réalité, sans filtre. C'est une sorte de mirage qui renvoie des images crues, bien réelles. Et surtout, je crois qu'on est ensuite connecté avec les victimes. Connecté? Comment ça, connecté? Je ne sais pas, ils viennent dans nos rêves. Nous sommes eux, ils sont nous. Donne-moi un truc à boire, vite. Mais je n'ai rien sinon du café ou de l'eau. Je dois bien avoir une liqueur, du vin, une bouteille planquée quelque part. Non, je ne crois pas. Dommage, j'aurais bien bu un verre. Mais attends, cherche bien. Maintenant que j'y pense, mais oui, Maryse, elle m'avait offert une bouteille que j'avais cachée dans un placard. Attends, mais oui, dans le placard de la chambre de mes parents. Tu vois comme tu veux. Va vite, je dois chercher. Et, voyant que je fis la moue, il rajouta. S'il te plaît, bien entendu. Philippe avait pris place sur le petit tabouret. Il haletait comme s'il venait de courir à 100 mètres. Ça va, Philippe? Tu t'es remis de tes émotions? Regarde ce que j'ai trouvé. Une bouteille de whisky. Un Timorous Bestie, de 12 ans d'âge. C'est un Écossais. Je remplissais de mon verre. Merci Henri, tu me sauves la vie. Il but sec et... Vers 17 heures, nous entamions Vas-y, serre-moi un une autre. marche. Tu ne devrais peut-être pas exagérer. Vas-y, remplis. Je remplissais un second verre, il but une rasade et retourna son regard en direction du nuage. Il est blanc maintenant. Que nous dit-il maintenant? Il nous montre les deuils, les femmes et les hommes qui pleurent. Tu penses quoi de tout ça? Demandai-je. Je pense que si ce nuage existe vraiment, ça veut dire qu'il est là pour une raison. Oui, c'est aussi ce que je pense.
Je me demande pourquoi tu as été le premier à le détecter. Pourquoi toi? Pourquoi moi? Mais figure-toi que je n'arrête pas de me le demander aussi. À vrai dire, j'ai ma petite idée là-dessus. Il réfléchissait. Le silence dura quelques longues minutes. Il sirotait son verre, faisait des gestes étranges avec ses mains, comme s'il calculait je ne sais quoi. As-tu déjà observé le nuage au matin? Demanda-t-il. Non, non, jamais. Tu me dis que la nuit, il nous montre les deuils. Le soir, ce sont les combats, les victimes, mais le matin, ce bleu, il représente quoi? Je ne sais pas, répondis-je. Quelle heure est-il? Il est 1 heure du matin. Donc, il nous reste environ 5 heures à attendre. Oui, 5 heures, répétai-je. Écoute, je vais dormir sur le canapé. Si ça ne te dérange pas, toi, va te reposer un peu. On a une grosse journée qui nous attend. Mais tu n'as pas faim? Lui demandai-je. Non, je vais me boire un dernier verre et je vais dormir. Bon, ben alors bonne nuit, alors à demain. Oui, à demain. J'envoie vite fait un message à ma petite femme. Ne faudrait pas qu'elle pense que je suis chez ma maîtresse. Qu'est-ce que tu es drôle. Oui, au moins j'essaie de garder ma bonne humeur. Bonne nuit, me lança-t-il d'un air fâché. Cette nuit-là, je ne fis pas de rêve. J'entendis Philippe crier à plusieurs reprises. Le réveil sonna à 5 heures. Je fis couler 2 cafés. Philippe ne dormait pas. Je m'assis sur le tabouret et lui tendis une tasse de café bien chaud. Il regardait le plafond. J'ai rêvé d'un pauvre homme qui cherchait ses enfants. Il t'a parlé? Demandai-je. Oui et non. J'étais lui en fait. Je cherchais mes enfants dans les décombres. Les voisins creusaient avec moi, avec les mains. On retrouva une jambe de ma fille Syrah, mais le reste du corps n'existait plus. J'ai reconnu son pyjama. Syrah aimait bien les motifs imprimés sur son pyjama, les poissons rouges et bleus. Ce soir-là, je lui avais raconté l'histoire de notre famille et je l'interrompis. Philippe, faut que tu te réveilles. Mais je suis réveillé. Va te passer un peu d'eau fraîche sur la figure. On doit se préparer pour observer le nuage du matin. Tu te souviens? Mais oui, tu as raison, Henri. Ça fait longtemps que tu es réveillé, me demanda-t-il. Non, allez, va te passer un peu d'eau fraîche sur la figure. Mais, d'accord, putain, voilà qu'il me donne des ordres maintenant, cria-t-il. Philippe se leva et passa à la salle de bain tout en ronchonnant. Il revint tout à fait réveillé dans le salon, où je l'attendais. Je réglai l'optique du télescope. Le nuage est encore blanc, tu peux le regarder si tu veux. Non, je te laisse regarder, me répondit-il. J'attends encore un peu. Tu te souviens de ton rêve? Lui demandai-je. Oui, c'est horrible, horrible. Le nuage devint bleu. Regarde. Cette couleur métallique me donne la chair de poule. Mais toi, me demanda-t-il. Si, moi aussi il me fout la trouille, répondis-je. Je prenais donc position pour observer. Je vois un bateau plein de migrants, semble-t-il. Exodus, c'est le nom du rafio. Attends, fais voir. Philippe me poussa littéralement. Mais oui, dit-il, c'est bien l'Exodus. C'est le port de Sète. Henri, note, prends des notes. Le bateau est parti. Des chameaux, non, des dromadaires, des bédouins qui attaquent avec des fusils, de la poussière. Maintenant, c'est encore Exodus. Il est éperonné par un bateau battant pavillon britannique. C'est fou, c'est incroyable. Il y a des morts. Ils sont arraisonnés dans un port. Mais c'est quoi ce délire? Durant un instant, je crus que Philippe parlait à quelqu'un d'autre, comme si le nuage lui donnait des ordres. Oui, mais c'est impossible. Bien, d'accord, oui, j'ai compris, c'est clair. Je ne vois plus rien. Le jour est levé, le nuage a disparu. Que faisons-nous de tout ça? Demandai-je. Il réfléchit quelques instants.
Je ne mis pas plus d'une heure pour me décrasser, me raser, et surtout pour prendre un petit déjeuner gargantuesque à la nouvelle boulangerie de la rue Gambetta. Je me rendais donc à la grande salle, où chemin faisant, je rencontrai Pascal. Les policiers municipaux m'ont appelé ce matin tôt. Ils disent que je suis convoqué en mairie. Ah oui, ça tombe bien, moi aussi. Tu sais pourquoi on nous convoque? Me demandait-il inquiet. Oui, non, mais allons-y. Il me regarda perplexe, mais ne posa aucune autre question. Dans le hall en bas, je pus reconnaître Sébastien, Marc le peintre, les jumelles, Édith et Paulette. Ah, mes amis, venez, suivez-moi dans la grande salle municipale. Philippe venait d'arriver avec deux types que je ne connaissais pas. Nous nous installâmes dans la salle de réunion. Nous étions une bonne vingtaine. Mes amis, je suis désolé de vous avoir convoqués ce matin, mais les motivations et l'actualité font que... Oh, Philippe, on va devoir rester longtemps, interrompit Pascal. Pourquoi? T'as affaire? Non, je suis à la retraite maintenant. Mais je voulais juste savoir. Philippe observa un instant les participants. Il manque Henri? Non, je suis là, criai-je. Pascal me regarda avec défiance du coin de l'œil. Monte, viens, approche-toi, cria Philippe. Assieds-toi à côté de moi. Bon, mes amis, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour, répondit une moitié des participants. L'autre moitié, plutôt politiquement hostile à ce nouveau maire, resta muette. Mes amis. On n'est pas tes amis, interrompit à nouveau Pascal. Philippe releva les sourcils et répondit fortement. Laisse-moi parler, Pascal, s'il te plaît, et écoute un peu avant d'ouvrir ton clapet. Non, mais moi, si c'est pour me faire insulter, je préfère partir. Alors pars. On te regarde partir. Pascal hésita un instant et resta assis. Non, je reste, dit-il. Mes amis, si je vous ai convoqués ce matin, c'est parce que quelque chose est en train de se passer au-dessus de nos têtes. Au-dessus de nos têtes? Mais il dit n'importe quoi, interrompit à nouveau Pascal. Paulette sauta de son siège et cria de sa voix rocailleuse. Si tu dis encore un mot, je me lève de ce siège et je t'arrache la langue. Puis je te prends par la peau du cul et je te jette dans la rue comme un vaurien que tu es. Tu as compris? Il y eut des rires suivis d'un silence entrecoupé de petits gloussements. Pascal se tut et s'engonça dans son siège. Bon, je reprends. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est parce qu'un événement s'est produit. Nous serions, d'après mes informations, liés par cet événement. Édith et Paulette, votre grand-mère, si je me souviens bien, avait travaillé sur le port de Sète. Oui, elle était aux cuisines du réfectoire des employés du port, répondit Paulette. En quelle année? Oh, depuis la guerre jusqu'en 1964, le 7 juillet exactement, rajouta Édith. Eh bien, vous avez une bonne mémoire, les filles, bravo. Oh, ce n'est pas qu'on a une bonne mémoire, c'est qu'elle est morte ce jour-là, répondit Paulette. En se rendant au travail, elle s'est fait écrabouiller par un camion. C'était son dernier jour sur Terre, compléta Édith tout en essuyant une larme imaginaire de son beau mouchoir brodé de dentelle. Merci, les jumelles. Et toi, Sébastien, tu as un parent qui travaille au port? Oui, mon arrière-grand-père était un des administrateurs du port. Tu aurais dû le savoir en tant que premier magistrat. Et pourquoi devrais-je le savoir? Mais enfin, je fais partie des plus belles familles sétoises depuis cette génération. Ce qui n'est pas ton cas, nous le savons bien. Sébastien se retourna pour observer ses amis qui l'applaudirent vivement. C'est quand même drôle, Sébastien. Oui, et qu'est-ce qui est drôle? Je te convoque seul et tu te pointes avec ta cour. C'est que je dois être plus apprécié que toi. On va dire ça. Et toi, Pascal? Pascal? Allô, Pascal? Ici Philippe, ton maire. Tu me reçois? Pascal ne répondait pas. Pascal, tu peux répondre? Celui-là, il parle quand il doit se taire et il se tait quand il doit parler. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Finit-il par répondre. Tu avais quelqu'un de ta famille qui travaillait au port? Non, répondit-il fermement. Mais si, ta tante Mathilde, elle travaillait bien au port, hein, intervint Paulette.
Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Demanda Pascal. Elle tenait une baraquette où elle vendait du poisson tout près du port. Enfin, tout le monde connaissait ta tante Mathilde. Et elle ne vendait pas que du poisson, rajoutait Giordano. Elle vendait aussi autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Il y eut à nouveau des rires. Cela ne nous regarde pas, rajouta Edith en distinguant bien chaque syllabe. Toute la salle éclata de rire. Mais de quoi vous parlez? Protesta Pascal. De ta grande tante Mathilde, répondit Giordano. Celle qui vendait pas que du poisson. À nouveau des rires fusaient de toutes parts. Alors ça, je ne vais pas de rigoler de ma tante Mathilde, cria Pascal. C'est une calomnie infamante que vous divulguez là. Je pourrais vous attaquer en justice. Mais je n'ai rien dit, espèce d'ivrogne que tu es, répondit Giordano, en forme de défi. Il y eut un grand silence. Allons, les amis, arrêtez les enfantillages. Philippe demandait un peu de calme. Mais puisque tous les anciens du village sont passés dessus, même Brassens en a fait une chanson, continua Giordano qui se mit à imiter Brassens sous l'air du gorille. Garamatilde. À nouveau les rires couvrirent la salle. C'est un mensonge, cria à nouveau Pascal. D'accord, d'accord. Giordano, arrête de jeter de l'huile sur le feu. On retiendra tes protestations, Pascal, intervint Philippe pour couper court à cette dispute. On est d'accord, elle ne vendait que du poisson. Bon, Henri, quant à toi, c'est bon. Ton grand-père était aux cuisines, tout comme mon grand-père. Tout le monde dans cette salle a un aïeul qui travaillait au port en 1947. Nous sommes tous d'accord pour l'affirmer? Et de plus, intervint Thierry, un ex-notable de la ville, anciennement très respecté par la haute société, qui suite à un incident cérébral avait un peu perdu la tête. Si j'osais, je dirais que pour le moment, je trouve cette réunion bien nébuleuse. Remarquez, je dis ça, je dis rien. Alors, ne dis rien, rétorqua Philippe. Quand je dis nébuleuse, je dis quelque chose d'important que vous devriez saisir au vol. Sinon, je ne vois pas comment vous pourriez continuer à exercer votre fonction de maire dans cette ville. Oui, Thierry, on sait que tu planes au-dessus de nous. Merci, lui répondit-il avec tendresse. Donc, toutes les personnes réunies dans cette enceinte sont d'accord pour dire qu'elles ont un aïeul qui travaillait au port en juillet 1947? Oui, 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 il n'y eut qu'un seul nom, celui de Pascal. Mais maintenant que ce fait est établi, que devons-nous comprendre? Demandait Sébastien. Pour le moment, c'est top secret, et nous devons nous retrouver au mall pour... Mais comment vais-je ouvrir ma boutique, moi? Protesta Giordano. Laisse-moi finir ma phrase. Tu pourras ouvrir sans problème ta boutique puisque je vous convoque pour 17h30 ce soir au mall. Par contre, sachez que vous êtes tous convoqués officiellement et préparez-vous à y passer une bonne partie de la nuit. Il y eut des mais, des comment, des pourquoi sans réponse. Vous pouvez disposer. Je me levai pour quitter les lieux. Non, pas toi. Henri, toi, tu restes avec moi. Je te présente Maître Barnier et Monsieur Ingénieur Trouillet pour vous servir. Et que me vaut cet honneur? Demandai-je surpris. Nous allons confirmer avec ces messieurs que ta lunette n'est pas truquée. Ça te pose problème? Non, au contraire, je suis le premier à vouloir connaître la vérité. Eh bien, tant mieux. Donc, messieurs, allons-y. Nous prendrons ma voiture. Philippe était juste garé devant le bar chez Boulle, à proximité de la mairie. Arrivé chez moi, notre ingénieur en optique se mit à retourner le télescope dans tous les sens. Puis, il sortit une boîte de petits tournevis et commença à le démonter sous le contrôle de Maître Barnier, commissaire de justice. Ils ne trouvèrent rien d'étrange. Quand ils eurent terminé, ils prirent des notes et quelques clichés de l'objet. Très bien, alors vous avez terminé votre expertise? Demanda Philippe. Oui, il n'y a pas de caméra, ni de projecteur, ni aucune puce. Tout est normal, répondit l'ingénieur Trouillet. Ce télescope n'a jamais été démonté que par moi. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Alors retournons en mairie. Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que ton télescope soit mis sous scellé? Non, je comprends la démarche. Merci Henri, messieurs, vous pouvez prendre l'objet. On retourna donc en mairie où nos deux experts furent remerciés et je restai seul avec Philippe. Envoyez-moi un rapport par mail avant 17h, merci. Dis-moi Henri,
est-ce que ça te dirait de devenir ambassadeur de la ville de Sète un jour? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. On ne se tutoie plus? Me demanda-t-il. Si, bien sûr. Donc, tu en penses quoi? Tu deviens adjoint aux affaires étrangères. Mais ça n'existe pas. Non, on trouvera bien un titre pompeux pour satisfaire l'administration, genre chargé d'affaires européennes et internationales. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Parce que, malgré ton apolitisme crasseux, malgré ton manque total de bienveillance, de compassion pour tes collègues, pour tes commerçants, tu as été l'élu du nuage. C'est toi qui as eu le premier l'idée du télescope. Et ton émotion m'a touché. Tu ne veux pas que je te roule le pelle aussi, s'énerva-t-il. Ah non, sûrement pas. Mais je hais les voyages. Souviens-toi de ce qu'on a vu, toi et moi. Tu n'as quand même pas oublié. Non, bien sûr. Mais tu veux faire quoi? Tu verras tout à l'heure. J'ai la sensation que tu trames quelque chose, lui dis-je bêtement. Évidemment que je trame quelque chose. Nous mangeâmes chez Omar et Dindon. Il n'y eut aucune autre discussion. Puis il passa des dizaines de coups de fil. Je lisais sans lire vraiment les brochures mises à disposition des clients. Vers 17 heures, nous entamions une petite marche en direction du mall. 10 minutes plus tard, nous étions sur les lieux. Un petit groupe s'était déjà formé. Les sœurs jumelles, Edith et Paulette, étaient assises sur un petit muret, entourées d'amis, de voisins, de familiers. Plus loin, d'autres autochtones discutaient. Pascal parlait avec son ami Renaud. Tous deux étaient ce genre d'ours mal léchés qu'il valait mieux ne pas fréquenter, tant ils transpiraient la vulgarité. Pascal tenait son petit-fils par la main, comme on tient un sac poubelle. Est-ce que tout le monde est là? Demanda Philippe. Oui, répondirent les sœurs jumelles. Pascal, lui tournant le dos, continuait à parler fort comme si de rien n'était. Bon, avant de vous donner la raison de cette convocation, je vous demanderai de vous approcher autour de moi. Merci. Oui, venez autour de moi. Mais ne sommes-nous pas beaucoup plus nombreuses que ce matin? J'ai l'impression qu'il y a eu comme une inflation depuis tout à l'heure, non? Toutes ces personnes, en plus, ont tous des parents qui travaillent au port, précisa Paulette. Ah, mais c'est très bien ça, s'exclama Philippe. Comme vous pouvez le voir, le ciel est parfaitement bleu, pas un nuage à l'horizon. La nuit va bientôt entrer en scène, et je demanderai à chacun de rester debout autour de moi, quoi qu'il arrive. J'ai demandé à l'association sétoise d'astronomie d'apporter des télescopes et du matériel, car, comme vous le savez tous, la rumeur étant plus rapide que la lumière dans notre belle île singulière, nous attendons à l'apparition de ce fameux nuage que certains voient et d'autres ne voient pas. J'ai aussi demandé aux anciens maires de m'assister ce soir, car je pressens que cet événement atteindra des dimensions internationales. Un camion municipal quittait les lieux du rendez-vous. Les techniciens municipaux avaient monté une grande tente de réception. Le club d'astronomie venait d'arriver. Des sièges avaient été installés, ainsi que des couvertures sur chaque chaise. On apporta des victuailles, des pizzas, des quiches, des tiels et du vin, des jus et toutes sortes de boissons. Pascal, qui était resté seul avec son petit-fils, et tout en s'enfilant un énième verre de vin, marmonnait entre ses dents. « Regarde-moi tout ce gaspillage! C'est avec notre fric qu'ils font la fête! » Philippe monta sur un petit tabouret pour prendre un peu de hauteur. « Venez, mes amis, cria-t-il. Entrez sous la tente et prenez place. Servez-vous. Les nuits sont fraîches en ce mois de novembre. C'est pourquoi nous avons prévu des couvertures. » Puis, se tournant vers moi, il cria « Henri, tu vois le nuage ?»« Non, c'est encore trop tôt, » répondis-je. « Bon, occupe-toi des astronomes et montre-leur où ils doivent pointer leurs objectifs. Nous, en attendant, on reste à l'intérieur. » « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» demanda Sébastien, entouré d'une poignée de supporters. Thierry, placé légèrement en aparté, observait la scène et semblait ricaner. Philippe ne répondait toujours pas à Sébastien.
Thierry s'approcha de Philippe et lui chuchotait. Tu sais ce que font deux aruspices quand ils se croisent? Mais oui, je le sais, ils rient. Tu me l'avais déjà demandé l'an dernier et je ne savais pas. Mais dis-moi, toi, es-tu dans le secret des dieux ou es-tu un charlatan pour rire comme eux? À moi? Disons que moi aussi j'ai de bons yeux et j'ai vu la chose. Et qu'as-tu vu? Mais la chose. Philippe resta perplexe un instant, puis il demanda. Alors, aide-nous au lieu de faire ton mystérieux. Et que puis-je faire pour aider? Dis aux gens de se prendre par la main. Comment ça, par la main? Oui, de former un cercle, j'arrive. Avec sa désinvolture légendaire, Thierry essaya de se faire entendre. Il grimpa sur un petit tabouret et parlant juste un peu plus haut que la normale, il demanda à l'assemblée de former un cercle. Que les gens se donnent la main et qu'ils forment un cercle. Puis, voyant que personne ne l'écoutait, il finit par s'asseoir sur le tabouret et observer cette masse humaine qui lui inspirait un profond dégoût. Mais où est Philippe? Demandai-je aux jumelles. Il te cherche. Ah, le voilà. Henri, tu as dit quelque chose à Thierry à propos du nuage? À Thierry? Oui, il y a quelques jours, autour d'un verre, je crois. Pourquoi? Il ne sait rien de ton télescope. Ah non, ben non. Mais pourquoi? Je t'expliquerai. Oublie ce que je viens de dire. Oublie, dit-il en marchant en reculant. Arrivèrent des équipes de journalistes du Midi Libre, de France 3, de TF1, la 5, ainsi que beaucoup de médias nationaux. Pascal, accompagné de son petit-fils, s'approcha des lumières. Les caméras semblaient l'intéresser tout à coup. Monsieur le maire, Armel Fleury de France 3, pouvez-vous nous dire pourquoi nous avons été convoqués? Patientez, ma petite dame, patientez un instant. Vous allez voir le scoop de votre vie. Philippe me fit signe de le rejoindre et, me prenant par l'épaule, il me demanda si tout allait bien. Puis il rajouta. Je crois que le moment arrive. Mais dis-moi, tu sais quelque chose que tu m'as pas dit? Oui, Henri, je sais plein de choses que je n'ai pas dites, me répondit-il. Le nuage, tu as des informations? Il t'a parlé, c'est ça? Oui, il m'a parlé ce matin. Donne-moi ta main. Philippe prit place entre Paulette et moi. Il nous prit les mains et demanda au reste de l'assemblée de former un cercle. Prenez-vous par les mains, cria-t-il. Tous, même toi, Pascal, c'est un ordre. Mes amis, je vous ai convoqués aujourd'hui car un événement va se produire ce soir ici à Sète. Il y a 76 ans de cela, partait un bateau plein de migrants et de belles promesses pour la Palestine. Ce bateau était rempli de victimes de la Shoah et leur objectif était de rentrer en Terre Sainte où déjà d'autres Juifs avaient élu domicile en achetant des terres aux riches propriétaires terriens des Palestiniens. « Oh, on le sait tout ça, tu vas pas nous refaire l'histoire !» hurla Pascal. Sébastien, saisi par un coup de colère, se précipita sur Pascal et le secoua comme un cocotier. « Tu arrêtes tes conneries maintenant, hein? C'est compris ?»« Mais c'est toi qui m'avais dit de foutre le bordel. »« Stop! Je t'ai dit d'arrêter maintenant, cria-t-il. C'était quand on était en campagne qu'il fallait. Idiot! Philippe sourit et secoua légèrement la tête. Il reprit son discours. Ce bateau, qu'on nomma Exodus, est parti du port de Sète il y a 76 ans de cela. C'était en juillet 1947. Plus de 4500 personnes étaient à bord.
des hommes, des femmes et des enfants. Ce rafio n'arrivera jamais à bon port. Il fut éperonné 7 fois par la marine britannique, qui craignait une révolte des pays arabes contre ce nouvel envahisseur. Oui, 3 jeunes gens qui avaient survécu au camp de la mort perdirent la vie par cet acte scandaleux. Mais ce n'est pas fini. Les forces britanniques obligèrent ces malheureux à retourner en Allemagne, et dans des conditions vraiment épouvantables. Ce périple dura plusieurs mois. Ils furent ramenés d'abord à Chypre, puis en France à Portbou, puis à nouveau en Allemagne. Le scandale fut tel que les Nations Unies votèrent à la majorité des voix la volonté de créer l'État d'Israël sans discussion préalable avec les autorités palestiniennes. Sans Exodus, sans cet ignoble scandale, peut-être y aurait-il eu des discussions plus poussées avec les pays arabes et des bases plus solides pour un traité moins bancal. Les Britanniques, qui voyaient les Juifs comme les gardiens de leur colonie, ou, si je puis me permettre, comme la pointe du glaive occidental du colonialisme à l'égard des Arabes, auraient très bien pu. Il y eut comme un bruit sourd. Le vent se mit à souffler de plus en plus fort. D'un coup, la température baissa de plus de 10 degrés. Une bourrasque déchira le toit de la tente. Le ciel semblait s'ouvrir au-dessus de leur tête. Tout le regard était dirigé vers les cieux. Les nuages, qui venaient de se former, se mirent à bouger et dessinèrent un immense cercle qui se mit à tourner sur lui-même. Au centre de ce cercle apparut nettement l'image d'Exodus. « Mais quelle est cette diablerie » cria le vieux curé qui n'avait certainement jamais vraiment cru en Dieu. Le public restait silencieux. Les enfants semblaient plutôt ravis par ce spectacle soudain, oubliant pour un instant ces maudits jeux vidéo, toutes ces caméras, les portables, les télescopes, tous les témoins présents essayaient de prélever le maximum d'images. Pascal, tremblant de peur, serrait son petit-fils contre lui, l'empêchant de regarder le ciel. Paulette l'enjoint de le laisser regarder. « Mais laisse-le regarder ! Allez, ne fais pas l'idiot ! Laisse-lui la possibilité de témoigner un jour de ce moment historique. » « Je fais ce que je veux avec mon petit-fils, hurla Pascal. Le môme profita d'un moment de distraction ou de relâchement de son grand-père pour s'extraire de ses bras encore assez puissants et s'enfuir vers Édith qui le prit sur ses genoux, lui permettant de regarder le ciel. Philippe s'arrêta de parler. Tout le monde observait les cieux. 3 personnages apparurent enfin dans le cercle flottant. Un homme et 2 femmes. On pouvait facilement reconnaître Albert Einstein, Hannah Arendt et Léa Rabin. C'est Léa qui prit la parole en premier. Sa voix était distincte, claire et nette. Toutes les caméras tournaient en direct. Cet événement était donc retransmis sans filtre à toutes les télévisions. D'autres personnages étaient à leur côté. On put reconnaître Yitzhak Rabin, on put reconnaître Arafat, Martin Luther King, Gandhi, Mandela. Tous se tenaient la main. Tous étaient habillés dans de belles tuniques lumineuses. Je ne sais par quel miracle je puis m'exprimer à vous aujourd'hui, du ciel. Nous observons impuissants et avec horreur les derniers événements qui se déroulent actuellement en Palestine. Les horribles massacres perpétrés par les forces du Hamas contre les civils israéliens et les horribles massacres perpétrés par l'État israélien contre les civils palestiniens. Ces massacres sont la preuve patente de notre échec. Je laisse la parole à Albert. Souvenons-nous du pourquoi et du comment nous avons créé l'État d'Israël. Quelle était la raison de notre présence sur cette terre palestinienne? Pourquoi les peuples de la terre nous ont-ils accordé leur confiance? Car enfin, en toute logique, nous n'avions pas plus de droit de nous établir en Palestine que les Grecs n'en auraient de s'établir à Alexandrie. Nous n'avions pas plus à faire en Palestine qu'en Ouganda ou même qu'en Guyane d'ailleurs. Si on réfléchit sérieusement à la question, la seule légitimité territoriale à laquelle nous aurions pu prétendre eût été un morceau d'Allemagne. Les Allemands disent vouloir nous aider. Vous voulez vraiment aider les Juifs ?
Vous voulez vraiment aider les Juifs? Donnez-nous donc la Rhénanie. Nous laisserons la Palestine et nous nous installerons en Rhénanie. Il nous doit bien ça, non? 76 ans qu'ils se morfondent pour nous avoir exterminés. Ne serait-ce pas la meilleure thérapie de groupe pour expier leurs fautes? Faut que j'en parle à mon ami Singoun. Mandela, Arafat et d'autres inconnus assis en second plan sur un nuage en forme de canapé éclatèrent de rire. Évidemment, nous ne demanderons jamais à un pays aussi puissant de nous donner quoi que ce soit. C'était juste une hypothèse, une boutade, une remise en question de notre raison d'être ou de ne pas être en Palestine. Ce qui nous paraît être une absurdité pour l'Allemagne nous paraît un droit absolu pour la Palestine. Et c'est ça l'absurdité que je veux dénoncer. Il n'y a pas un droit divin absolu à habiter chez les Palestiniens, mais les circonstances qui nous y ont emmenés. Je passe la parole à Anna. Je vais faire un peu d'histoire pour que vous saisissiez le paradoxe de notre présence en Terre Sainte. Ce territoire en Palestine, tout au départ, je l'ai souhaité moi-même. Et d'ailleurs, Albert aurait dû en être le premier président s'il n'avait refusé cette offre alléchante. Tous deux sourirent en se regardant. Vu d'ici, et si nous analysons bien la question, tout ceci n'est que l'émanation d'un joli conte, le sionisme de Theodor Herzl serait resté un beau rêve de salon s'il n'y avait eu l'Holocauste. Au mieux, un club privé, au pire une secte, rien de plus. Non, nous n'étions pas plus les maîtres de Jérusalem que les Cananéens ou les Romains plus tard. C'est le fait de notre atroce extermination programmée par des pays occidentaux qui a façonné cette mystification en vérité. Et qui pourrait nous reprocher, en Occident, d'avoir voulu survivre? Aujourd'hui, les sionistes arguent que la Palestine n'avait, dans l'histoire, jamais été un État. Et alors? Faut-il une couche de malhonnêteté intellectuellement crasseuse pour faire circuler de telles fadaises? Même si cette terre n'était pas un État proprement parlé en 1948, un peuple vivait bien sur ces terres. D'ailleurs, 10% de ses habitants étaient juifs et 5% étaient chrétiens. Et la Palestine vivait en paix avec ses différentes communautés. À cette époque, la notion d'État n'existait pas, ni au Proche-Orient, ni dans le monde arabe. On parlait de sultanat, de califat. Cette région qui sortait juste du joug de l'Empire ottoman pour se retrouver sous le joug de l'Empire britannique s'est vue colonisée à nouveau par la communauté juive. C'est le lendemain même où Ben Gourion avait déclaré notre indépendance que 5 armées arabes faillirent nous exterminer. D'ailleurs, nous devons à Staline notre victoire sur les Arabes. Ils nous voyaient comme de nouveaux envahisseurs, et nous nous voyions comme des survivants honnêtes et travailleurs. Ils avaient de bonnes raisons de nous attaquer, et nous avions de bonnes raisons de nous défendre. Et c'est tout le drame de ce paradoxe. Les deux parties ont raison. Pour appuyer notre présence, le monde entier et nous-mêmes avions voulu croire que nous allions justement être différents des autres peuples. Ce droit divin, c'est le monde qui nous l'a octroyé, mais à la majorité seulement, et seulement par 33 États sur les 56 qui ont voté, 10 s'étant abstenus. Mais un espoir venait de naître dans le cœur de chaque habitant de cette planète, car tous pensaient que nous allions être meilleurs. Nous allions être le peuple des sages, sans criminels, sans prison, sans armes. Aurions-nous pu être cette utopie à la fois socialiste et moderne si nous n'avions été attaqués? Léa reprit la parole. Nos kibboutz, que sont-ils devenus? Des vols de téléphones portables, de la drogue, des mômes avec des écouteurs, des juifs faisant des saluts nazis dans une télé-réalité israélienne. Quelle honte! L'assassinat de mon mari par l'un des nôtres. Honte à vous! Anna reprit la parole. Par notre errance, et parce que nous ne possédions rien, à part notre livre sacré et une étoile à 6 branches, nous avons été le peuple le plus instruit, mais aussi le peuple le plus persécuté de la terre. Parce que justement, nous ne possédions rien de matériel. Pogrom après pogrom, nous nous sommes armés de savoir. Nous avons nourri l'intellect
car il était certainement le moins lourd et le plus puissant des fardeaux à porter. La durée de notre persécution dans les siècles des siècles nous obligeait toujours à nous tourner vers l'excellence, à reconstruire, à nous reconstruire. Pour la première fois, depuis l'existence d'Israël, nous comprenons qu'un processus irréversible vient d'être enclenché. De là-haut, nous assistons impuissants au début de la fin de notre histoire. Nous assistons à un suicide collectif. Albert reprit la parole. Nous, qui pour la plupart étions athées, ou comme moi, croyants non pratiquants, nous avons fondé notre conviction de retour à la terre promise sur la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il fallait bien nous donner une raison pour bâtir cette maison qui devait nous protéger. Et comme l'a dit Anna, nous représentions l'espoir de l'humanité. En détruisant ce qu'il reste de la Palestine et en tuant des civils, des femmes et des enfants, des vieilles et des vieux, nous finirons par nous détruire nous-mêmes. Car nous sommes en train de perdre la seule chose la plus précieuse qu'il nous restait, notre légitimité. Léa reprit la parole. Et notre honneur aussi. C'est pourquoi je vous demande de tous écouter ce dernier conseil. Soit vous décidez de continuer ces massacres d'innocents, et notre État implosera de l'intérieur, comme l'Union soviétique s'est écroulée sur elle-même, et dans ce cas, nous retournerons marcher pieds nus pour les siècles des siècles sur les ténébreuses routes de notre désespoir. Et cette fois, sans aucune compassion des autres peuples, sans aucun ami. Soit vous réagissez immédiatement et vous dégagez cette clique de bandits du pouvoir, ce Netanyahou et ces voyous qui baignent entre délinquance et assassinat. Avez-vous oublié qu'ils ont assassiné mon mari ? Au lieu de les mettre en prison, vous leur avez donné les manettes du pouvoir. Faut-il que vous soyez devenus vraiment crétins, ignorants et stupides pour appuyer une politique fasciste et raciste ? Avez-vous oublié pourquoi nous sommes ce que nous sommes ? Qui a pu donner l'autorisation à ces gamins de danser à quelques kilomètres de Gaza ? Où étaient les forces de l'ordre ? Quelle est notre raison d'être ? Pensez-vous vraiment qu'il eût été judicieux d'envoyer des gosses faire la fête à quelques kilomètres de Gaza, bombardés depuis plusieurs jours par les forces israéliennes ? Anna reprit la parole. Un statu quo existait depuis la naissance d'Israël. Il y eut plusieurs tentatives de paix. Il y eut des guerres, mais jamais de génocide. En détruisant notre image auprès du monde, vous détruisez le paradoxe, où chacun avait raison de se battre. Aujourd'hui, et grâce à la stupidité et la furie sans limite de Netanyahou et à sa clique, vous donnez raison aux Arabes. Et si vous êtes de ceux qui pensent que nous ne devons rien à personne, que nous sommes émancipés de tout devoir envers les autres, alors arrêtez d'agiter la bannière de l'Holocauste à chaque fois que vous commettez un crime, car vous êtes devenus la honte de nos aïeuls. Aujourd'hui, et elle se mit à pleurer en disant ces derniers mots, c'est nous les bourreaux et ce sont eux les juifs. Le ciel se referma sur ces derniers mots. Rideau. Il y eut un lourd silence. Tout le monde se cherchait des yeux et personne n'osait se regarder. Les jumelles se tenaient la main. Edith essuyait de vraies larmes. Cette expérience extraordinaire, quasiment biblique, allait-elle changer la face du monde ? Certainement que non. Bien entendu que non. Les scientifiques chevronnés allaient expliquer dès le lendemain sur les chaînes mainstream que tout ceci n'était qu'une énorme arnaque, qu'une vilaine tromperie. Tout cela était organisé par un maire un peu illuminé, par un groupe de fanatiques équipés d'un matériel unique au monde. Pujadas pensait, si on peut lui accréditer ce terme, que c'était certainement un coup des Russes. Le débat finit par glisser sur la véracité ou non de cet événement, et plus du tout sur le contenu des questions posées par ces grandes personnalités. Certains intellectuels démontrèrent les fautes sémantiques d'un tel intervenant ou d'un autre, qui jamais n'aurait pu exprimer une idée aussi incongrue, étant donné qu'à la 12e page de son livre, où il exprimait justement l'idée inverse. Ces ourvaris de débat à l'infini firent perdre pour quelque temps les raisons d'un discours qui ne pouvait pourtant être plus explicite, plus concret. Personne
ne revis jamais Philippe. Depuis ce jour, notre mère avait disparu avec sa compagne. On les vit monter en voiture et quitter la ville. On vint m'interroger à plusieurs reprises, les journalistes, la police même. Je fis même quelques jours de garde à vue. Je leur dis tout ce que je savais. Je me demanderai toujours quand est-ce qu'il avait reçu la consigne de nous réunir, avant ou après m'avoir rendu visite. Avait-il tout manigancé? Avait-il trafiqué mon télescope depuis le début? D'ailleurs, on ne revit jamais mon télescope, ni ces deux experts. Il faut dire que dans cette confusion, beaucoup prirent la poudre d'escampette et se firent oublier pour ne pas avoir à répondre aux autorités, elles-mêmes totalement dépassées par cet événement extraordinaire. Avons-nous la technologie avec les lasers, les drones, pour créer une telle illusion? Peu importe maintenant. Je me souviens lorsqu'il m'avait crânement répondu qu'il avait tout manigancé à propos de son surnom. C'est moi l'instigateur de mon nom d'oiseau. Mais pourrais-je l'en vouloir? L'onde de choc de cet événement extraordinaire a fait plusieurs fois le tour du monde. Et elle éveille chaque jour des centaines de consciences sur cette ignominie qu'est la guerre. Personnellement, j'ai vu le nuage et je crois en ce que j'ai vu et entendu. Je pense que Philippe le Bon était une sorte d'ange laïque, à mi-chemin sur l'échelle de Jacob. Moi, je marche depuis ce jour-là. Je marche tout le temps. J'ai vendu ma maison, j'allais dire ma prison, que m'avaient léguée mes parents. Je ne serai pas tout à fait cet ambassadeur de la ville de Sète, bien entendu. Mais quelque part, je le suis un peu. Je marche de ville en ville et je raconte mon expérience à ceux qui veulent bien l'entendre. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis cet événement. J'ai appris par les journaux que la guerre a pris fin et qu'on va libérer un certain Marwan Barghouti, que des pourparlers étaient en cours pour une issue à 2 États. Je lus aussi que Netanyahou demandait l'asile politique à Londres. Je suis actuellement sur les bords du lac Van en Turquie. J'ai rencontré un autre Henri, Enrico, qui se fait appeler le coach. C'est une espèce de troubadour. Il part vers la Palestine pour chanter une poésie de Primo Levi, tirée du livre Si c'est un homme. Je ne sais pas encore si je le suivrai, lui et ses acolytes. Faut dire qu'il y a cette belle Zora. Elle me plaît énormément. Je lui ai proposé de partir en Grèce avec moi, voir l'Acropolis. J'avais vraiment adoré ce petit pays. Je repense souvent à Philippe. Parfois j'ai l'impression de l'apercevoir au milieu des gens, sur un marché, au coin d'une rue, entouré de 4 petits-enfants. Le plus grand ressemble au petit Mohamed, toujours entouré de ses frères et sœurs. Il rigole en me voyant. Puis, quand je m'approche, ils disparaissent comme ce nuage lorsque le jour se levait.